Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 13 décembre. L'ancien député de la première circonscription d'Indre-et-Loire, Renaud Donnedieu de Vabre, a été placé en garde à vue ce matin. Il est entendu dans le cadre du volet financier de l'affaire Karachi. RDDV entendu en sa qualité d'ex-conseiller spécial de François Léotard à la Défense entre 1993 et 1995. Le syndicat Unité Police FO d'Indre-et-Loire dénonce la politique du chiffre en matière d'immigration. Depuis 15 jours, la préfecture demanderait aux policiers d'intensifier leur contrôle sur les supposés sans-papiers, au point que les contrôles de sans-papiers deviennent la mission première de la police. Le syndicat parle de chasse aux étrangers. Et puis le grand gibier, facteur d'accidentologie, particulièrement en hiver, avec la nuit qui se couche plus tôt, sangliers et cerfs notamment traversent lorsque le trafic est plus dense. On recense une centaine d'accidents par an dus au grand gibier. C'est donc ce matin que Renaud Donnedieu de Vabre a été placé en garde à vue à Paris. L'ancien conseiller spécial de François Léotard, ministre de la Défense de 93 à 95, est entendu dans le cadre du volet financier de l'affaire Karachi. Objectif, savoir s'il y a eu rétrocommission versée en marge des contrats d'armement au Pakistan 1994. RDDV devrait être présenté au juge mercredi. Anaïs Michaud. Ce matin, l'ancien député de la première circonscription d'Indre-et-Loire a été interpellé à son domicile parisien, qui a également fait l'objet d'une perquisition. C'est dans le cadre de l'enquête sur le volet financier de l'affaire Karachi que Renaud Donnedieu de Vabre a été placé en garde à vue. Pour rappel, c'est en 2002, au moment d'un attentat au Pakistan tuant 11 Français, que l'affaire éclate. L'attaque coïnciderait avec la fin du versement des rétrocommissions sur la vente des sous-marins au Pakistan et des frégates à l'Arabie Saoudite. Des rétrocommissions qui auraient permis le financement de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. En effet, l'enquête a révélé le versement d'importantes sommes en espèces sur le compte de campagne pour un montant total de 20 millions de francs. En tant qu'ex-conseiller spécial de François Léotard au ministère de la Défense, Renaud Donnedieu de Vabre avait été entendu comme témoin en novembre 2010, mais il avait nié tout lien entre la négociation des contrats de vente et le financement de la campagne. L'ancien chef de file de l'opposition à la mairie de Tours avait en revanche reconnu avoir rencontré au ministère de la Défense 2 hommes d'affaires libanais, dont Ziad Takieddine, lui-même poursuivi pour malversation dans cette affaire. Accusé aujourd'hui d'avoir imposé ces 2 intermédiaires lors de la conclusion du contrat Agosta, le 21 septembre 1994, Renaud Donnedieu de Vabre nie avoir participé à cette négociation. Considéré comme le pivot dans cette affaire, sa mise en garde à vue était envisagée depuis septembre. Première personnalité politique française interpellée dans ce dossier, il sera présenté demain au juge en vue d'une éventuelle mise en examen. Les hommes et femmes politiques d'Indre-et-Loire que nous avons contactés n'ont pas souhaité réagir, invoquant pour la plupart la présomption d'innocence. Faible mobilisation pour la manifestation anti-rigueur aujourd'hui à Tours. Ils étaient entre 200 et 300 à se rassembler place Anatole France pour protester contre les 2 plans d'économie du gouvernement. Les organisations syndicales n'attendaient pas une forte mobilisation, mais la pluie a dû en dissuader plus d'un. Tout est remis en cause, le système de protection sociale, la sécurité sociale, la santé, tout est remis en cause, quoi. Tout est remis en cause, donc il faut se mobiliser et se battre. Les salaires n'augmentent pas, il y a des licenciements partout, donc il faut descendre dans la rue, il faut se mobiliser, c'est important. La gendarmerie de Loches vient de rendre public un démantèlement de trafic de drogue. 33 personnes ont été interpellées, 11 d'entre elles mises en examen et 3 placées en détention provisoire. L'enquête a commencé en 2010 et s'est déroulée sur le Lochois et les communes de Vénier, Montbazon, Chambray-les-Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Au total, ont été saisis 400 grammes de cocaïne, 3 kilos de résine de cannabis, 100 cachets d'amphétamine, 2 armes au poing et un peu plus de 4000 €. Des contrôles à la sortie des écoles et lycées pour débusquer les sans-papiers. La méthode est dénoncée depuis un certain temps par les associations. Mais voilà qu'un syndicat de police s'y met. Unité Police FO parle d'une véritable chasse aux étrangers depuis une quinzaine de jours en Indre-et-Loire. Le résultat des directives de la préfecture qui en ferait une mission première pour la police. Sébastien Branger.
C'est une levée de boucliers tous azimuts contre la décision préfectorale d'expulser un élève du lycée Baillet à Tours en situation irrégulière. Syndicats enseignants, jeunes socialistes et syndicats de police font front commun pour dénoncer la méthode, une chasse aux étrangers. En effet, le 8 décembre, le lycéen a été arrêté sur le chemin du lycée et amené en centre de rétention, le séparant de sa famille resté à Tours. On trouve inacceptable qu'un jeune qui essaye de s'intégrer, qui suit une formation scolaire au lycée Albert Baillet, soit arrêté comme ça pour être reconduit à la frontière. Aujourd'hui, on arrive au 31 décembre. Claude Guéant s'était fixé des quotas à 30 000 reconduites à la frontière. Nous, on estime qu'il est juste victime de la politique du chiffre. Une politique du chiffre que dénoncent depuis longtemps les syndicats policiers tourangeaux, qui s'ajoutent désormais à ce qu'ils appellent eux-mêmes une chasse aux étrangers. C'est vrai qu'on ne veut pas arriver à des déviances dans le travail quotidien des policiers. Les policiers veulent continuer à travailler avec une certaine déontologie, ça c'est clair. La déontologie fait partie de la trame du policier. Donc on veut continuer à faire notre travail dans des bonnes conditions et le plus légitimement possible. Côté préfecture, la décision est légitime puisque la famille a épuisé tous les recours et occupe indûment un centre d'accueil des demandeurs d'asile. La famille du lycéen devrait elle aussi connaître le même sort que leur enfant. En bref, deux graves accidents de la route ce matin en Loir-et-Cher. L'un mortel à 5 heures à Thésée-la-Romaine sur la départementale 976. Un seul véhicule était impliqué. Une personne est donc décédée et un autre a été blessé grave. Autre blessé grave, celui-ci incarcéré. C'était à 8h30 à Villeray sur la nationale 10. Et on en vient à ce sujet sur l'accidentologie due au grand gibier. On recense rien qu'en Indre-et-Loire une centaine d'accidents par an dus au passage sur les routes de cerfs ou de sangliers. Un phénomène encore plus important en hiver. La raison est toute simple, il fait nuit plus tôt, le trafic est donc plus dense lorsque les animaux traversent les routes. Romain Delville. Les zones à risque sont logiquement les routes qui traversent les massifs forestiers du département. Les forêts domaniales de Loches, Chinon par exemple, sont des refuges idéaux pour les sangliers, cerfs et autres gibiers, tout comme le nord de l'Indre-et-Loire. Des animaux qui se déplacent une fois la nuit venue et peuvent alors heurter les usagers de la route. Un problème accru avec les horaires d'hiver. Le fait peut-être d'une hausse d'accidentologie en ce moment, c'est que les activités humaines correspondent en ce moment avec le décalage horaire, le changement d'heure au déplacement des animaux, puisque les animaux en pleine journée sont en phase de repos pour la majeure partie, les grands animaux sont en phase de repos, et à la période de fin de journée ou début de matinée, c'est la période où ils vont s'alimenter, et donc ça correspond au grand déplacement de véhicules. On compte près de 100 accidents par an en Indre-et-Loire dus à la traversée d'animaux. La grande majorité cause des dommages matériels, 3 accidents sont corporels. Si bien que la nuit, à proximité des forêts, et qui plus est par temps humide, la gendarmerie préconise la plus grande prudence. Il faut vraiment adapter sa vitesse à la zone, à la visibilité, et ne pas hésiter à rouler en dessous de 90, même voire 70-80 km/h de nuit sur une route boisée. D'autant plus, on a déjà vu des animaux sur le bord de la route, sachant qu'il y en aura sûrement qui passeront derrière. Depuis 30 ans, la gestion de la grande faune sauvage par les chasseurs a favorisé le développement des grands animaux en milieu forestier. Et seule la vigilance des automobilistes pourra changer la donne du nombre d'accidents, car les animaux, eux, continueront toujours de traverser. Le bateau ivre, la salle de concert mythique à Tours, a trouvé un repreneur. C'est la Sémivite qui va le racheter, la société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours, dont la présidente est Arlette Bosc au passage. Le rachat a été validé ce matin par le conseil d'administration de la société et la gestion du bateau ivre sera confiée au collectif au et du bateau qui s'est battu pour sa survie. On ne connaît pas pour le moment le montant de la transaction. À jouer les Tours, le chantier du pont du tram avance. Cette nuit, c'est une passerelle piétonne qui a été installée. Elle permettra aux employés du chantier d'intervenir sur la pile centrale du futur pont. Sa hauteur, 5,50 m. Elle a été posée cette nuit, non sans difficulté en raison des rafales de vent. Un rappel, à sa hauteur, la vitesse sur le périphérique est limitée à 50 km/h.
Mercredi, 1 millier d'enfants seront reçus à l'Élysée par le couple Sarkozy. Parmi eux, 27 élèves de l'école Ivry-Gitli de Villiers au Boing, en Indre-et-Loire. Alors pourquoi? Parce que l'école fait partie du réseau de l'association Livre Passerelle, association financée en partie par la fondation Bruni-Sarkozy. Jérôme Alain. Je vis au milieu des ordures et des cadavres. Tout le monde m'appelle mouche amère. Vous croyez que c'est drôle? Émilie est salariée de l'association Livre Passerelle. Elle intervient chaque mardi sur un temps de lecture et d'échange avec les enfants scolarisés à l'école Ivry-Gitli de Villiers-au-Boing. Grâce au partenariat mené avec cette association depuis quelques années déjà, demain, 27 élèves des niveaux grande section et CP partent pour Paris et l'Élysée. Cet après-midi, les petits étaient déjà un peu impressionnés de faire le grand voyage. Qu'est-ce que ça te fait pour toi d'aller voir le président de la République? Un peu peur. On va au palais de l'Élysée. C'est qui c'est Nicolas Sarkozy? Le président de la France. Tu le connais déjà un peu? Tu vois comment il est? Oui. Il est plus petit que la maîtresse. Ça fait la première fois que je vais chez M. Sarkozy, alors ça me fait plaisir. On prend le TGV demain matin, on arrive à Paris, théoriquement on est accueilli par la garde républicaine. Après on va avoir un spectacle au théâtre Mogador. Donc on ne connaît pas encore le spectacle, mais bon, on imagine que ça va être quelque chose d'assez spectaculaire. On reprend le car et on va donc à l'Élysée. On sera accueilli par monsieur et madame Sarkozy pour un petit goûter et puis la remise de cadeaux. Le départ pour la capitale est prévu à 11h11 en gare de Tours. Retour sur les coups de 20h, avec sûrement des souvenirs plein la tête. Quand les restos donnent au resto, cela donne 10 000 € de dons pour les restaurants, les restos du cœur d'Indre-et-Loire. L'opération a été officialisée aujourd'hui. 71 restaurants de Tours et du département ont donné chacun en moyenne 100 €. Les 10 000 € récoltés représentent 1000 repas, soit 1,5 tonne de nourriture. Écoutez plutôt l'instigatrice du mouvement, qui n'est autre que la fille de l'illustre Jean Bardet. Il s'agit d'Alice Loise Bardet. Je pense qu'on est beaucoup de restaurateurs en Touraine à se sentir concernés par le problème et il fallait juste se réunir pour penser à tous ceux qui ont faim, tous ceux qui ne vont pas pouvoir remplir leurs assiettes durant les fêtes de Noël. C'est vrai qu'on fait tous des achats, qu'on pense aux meilleurs mets, qu'on pense tous aux meilleurs produits pour nos clients, tous à nos beaux menus que nous allons tous réaliser pour ces fêtes. Et je pense que c'est important de penser à ceux qui n'auront rien ou peu de choses à se mettre dans les assiettes. Et vous voyez, je suis très fière de tous les restaurateurs tourangeaux qui ont répondu présents aujourd'hui pour faire ce don au Restaurant du Cœur. Réaction recueillie par Gaël Poulain. Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, deux départements qui ont vécu presque en simultané le top des entreprises. C'était hier soir à Tours et à Romorantin. La crème de la crème des entrepreneurs récompensée par les trophées de la Nouvelle République avec 3 thèmes principaux: l'écologie, le management et l'innovation. Compte rendu Jean-Maurice Prin, Anaïs Michaud. 100 km séparent Tours de Romorantin, mais ce lundi soir, ces deux villes représentaient les poumons économiques de la région. Avec près de 1500 entrepreneurs réunis sur ces deux lieux, cette 8e soirée de remise des prix n'est pas seulement un succès par sa participation, elle est aussi un bon indicateur de la force économique des deux départements voisins. Le Loir-et-Cher, par exemple, est une terre dynamique. Pour preuve, un taux de 7,7% de chômage, bien inférieur aux chiffres de la région et à la moyenne nationale. Il y a un dynamisme, je dirais, dans le monde de l'entreprise et le Conseil général, nous, on fait de la promotion et de l'accompagnement pour créer les conditions les plus favorables pour permettre aux entreprises de se développer, s'implanter. Vous avez vu des créations remarquables et donc en fait, nous, c'est notre fierté. Ce concours du top des entreprises a une fonction essentielle, celle de repérer les sociétés dites de demain, ces entrepreneurs qui innovent et qui font du département un tissu économique solide. C'est, je pense, un équilibre. Je crois que c'est ça qui caractérise le Loir-et-Cher. C'est sans doute ça qui explique le fait que l'on est peut-être moins bousculé que d'autres territoires. Et Laurent Charvoz en est un bon représentant. Gérant de la société MNBC qui fabrique du béton de chanvre, il est installé à Nain-sur-Beuvron et c'est lui le lauréat du top Éco-Solutions et du top des tops. Certes, une belle reconnaissance pour lui, mais l'intérêt ne se limite pas aux trophées reçus.
On parle souvent de l'isolement du chef d'entreprise. Ce genre de soirée qui est dédié, je dirais, à l'entreprise et à l'innovation permet au chef d'entreprise, sans avoir aucune pression, de pouvoir discuter de manière transverse entre industriels et porteurs d'innovation, puisque l'innovation sans l'industriel et sans le marché n'est rien. À Tours, le grand gagnant de la soirée, c'est Johan Lebeau, pour sa pratique éclairée du management. Pour lui aussi, la récompense est appréciable, même s'il avoue modestement que le principal est ailleurs. On ne fait pas ça pour ça au quotidien, on fait ça pour qu'on se sente bien, pour qu'on travaille dans de bonnes conditions, quoi. On ne fait pas ça pour recevoir des lots, heureusement d'ailleurs, parce qu'on mentirait à tout le monde. Dans le contexte économique actuel peu enclin à l'optimisme, espérons que ces différentes distinctions apportent une réelle valeur ajoutée aux entrepreneurs de la région. Un mot avant de refermer cette édition pour vous signaler le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France à laquelle est qualifié le Tours FC, et c'est un tirage favorable à Tours puisque les footballeurs tourangeaux seront opposés à Vitré, club de CFA 2. La rencontre aura lieu le 6 ou 7 janvier prochain. On en reparle tout de suite avec Frédéric Sebag, le président du Tours FC. Il est notre invité, c'est tout de suite après cette courte pause, restez avec nous.